Et Heidi Gembicki, bonjour. 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 Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette conférence dans le cadre du cycle Protestantisme en voyage. C'est donc notre troisième conférence dans le cadre de ce cycle. Et aujourd'hui, nous abordons un récit de voyage particulier, puisqu'il s'agit de découvrir au travers du voyage du frère Free, le voyage missionnaire en quelque sorte, qui n'est pas simplement que missionnaire, puisque pour ceux qui ont eu déjà le plaisir de découvrir ce magnifique journal, il est aussi un voyage de découverte dans le monde réformé de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et je tiens à signaler tout de suite que vous avez fait là un travail d'annotation tout à fait remarquable, que c'est un ouvrage d'érudition, un ouvrage véritablement scientifique, qui mérite le détour, car il n'y a pas encore vraiment de publication en langue française sur l'histoire morave. Et je signale aussi ici que c'est un beau pari de l'éditeur, votre éditeur, Le Croix-Vif. Alors on a l'habitude de poser quelques questions à nos conférenciers. Alors première question, question traditionnelle, quel a été pour vous le livre qui a marqué votre carrière d'historien? Alors, pour toute la carrière, je devais réfléchir parce qu'il y a quand même un fond de fatigue encore chez moi. Mais pour ce travail-là, et on a quand même travaillé 7 ans là-dessus, il y a un ouvrage qui m'a absolument marqué, c'est l'ouvrage de Madame Mack. C'est une Américaine qui a travaillé sur le méthodisme à la fin du XVIIIe siècle à Londres. Et elle a constaté que les femmes ont vécu en communauté. Elle a pu les documenter de très près et elle a même pu constater quel genre de rêve ils ont eu. Et ils ont là quelque chose de très exceptionnel. On voit les accompagner jusqu'au dernier moment. On voit vraiment quel est leur départ de la vie, quels sont leurs adieux. Alors c'est un livre impressionnant et c'est un très beau travail. Et l'ouvrage porte presque le même titre, ça s'appelle The Heart Religion, la religion du cœur, et c'est un ouvrage, à mon avis, qui est marquant. D'accord, d'accord. Réveil méthodiste, le méthodisme qui évidemment fait référence aussi en France au réveil, puisque les méthodismes à la fin du XVIIIe siècle vont venir aussi évangéliser le territoire français. Alors deuxième question, qui est un peu dans la suite, est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué particulièrement cette année ou ces 2 dernières années et qui ont été pour vous une sorte de révélation, qui ont transformé votre regard sur votre travail d'historien ou même un ouvrage de littérature? Alors, Heidi. oui, volontiers, parce que je suis encore très impressionnée par le dernier livre qui m'a été recommandé. C'est d'un auteur qui est probablement pas encore traduit, je ne sais pas, Arnaud Geiger. Ça s'appelle, en traduction, Le vieux roi dans son royaume, et ça décrit d'une façon très subtile, très aimante, la démence d'un père. J'étais très touchée parce que ça m'a rappelé ce que j'ai vécu, et c'était beau de voir traiter ce sujet avec autant de respect et d'amour filial. Merci. Pieter? Alors, pour moi, c'est un ouvrage de théologie. Et il faut dire que je ne suis pas théologien de formation. J'ai lu l'ouvrage qui vient d'être publié par M. Motu sur Karl Barth. Et là, c'est vraiment beaucoup de rigueur. Il résume le tout. Alors, il faut parfois être bon théologien pour comprendre, mais on comprend vraiment les mobiles de Karl Barth. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, l'incompréhension qui a frappé son œuvre jusqu'aux années 50. C'est-à-dire, pendant la guerre, on l'a vu comme un héros, parce qu'il a défendu la liberté, il a parlé à la radio, mais son œuvre, on ne l'a pas connue. Et finalement, la réception commence dans les années 50 seulement. En France. En France, toujours. En France, oui. C'est Pierre Maury en particulier qui va être un des ardents ici diffuseurs en France de la pensée du grand théologien Karl Barth. Alors, on arrive à la dernière question. C'est bientôt le 500e anniversaire de la naissance de la Réformation.
date emblématique s'il en est. Alors qu'est-ce que représente pour vous, hein, chacun son tour, cette fameuse date de 1517? Alors, je dois quand même dire que je suis de tradition zwinglienne par mes parents et en plus de tradition morave. Ça complique. Non, ça ne complique pas du tout parce que ça se superpose, ça se conjoint. Et j'ai fait des études sur la guerre des paysans 1525, dont j'ai compris qu'il y a beaucoup d'antécédents. En plus, j'ai beaucoup de liens avec l'église vaudoise en Italie, qui se réclame donc aussi bien antérieure à Luther. Et je pense que ce serait aussi une occasion de se pencher sur ce qui précédait Luther, ce qui était le terrain dans lequel, après, son action a pu prendre une telle ampleur. Je voudrais dire presque la même chose, mais avec d'autres raisons, d'autres arguments. C'est une date absolument marquante, mais il faut la mettre dans la longue durée. C'est-à-dire d'une part marquante parce qu'il a réussi, c'est-à-dire il a changé quelque chose, il a établi le protestantisme, c'est-à-dire un christianisme différent, mais d'autre part, ça se prépare un siècle auparavant, et à mon avis, ce qui est très dommage, dans la plupart des récits, on trouve finalement une astre, une comète qui arrive, et tout à coup, il y a l'explosion, et il faut voir toute la diversité du Moyen-Âge, et c'est sur cette diversité-là qu'il se calque, et disons qu'il faut prendre pour comprendre vraiment tout le mouvement. Ça, c'est donc le premier argument. Le deuxième argument, je crois, il faut voir Huss et Luther par rapport à l'histoire économique. Huss, finalement, il milite dans le pays du Nord qui est le plus riche en Europe du Nord, qui est le plus mouvementé, qui est vraiment extraordinairement structuré. Finalement, lorsque ça éclate, ça fait vraiment un éclat formidable et ça a pris vraiment très longtemps pour renverser la vapeur. Et Luther aussi, il est dans le pays le plus riche. Et il faut dire que, à mon avis, c'est un problème de communication. Luther ne voulait pas la séparation, mais à Rome, ils avaient d'autres préoccupations. Ils ont beaucoup trop tard reconnu que Luther ne voulait pas la rupture, mais Luther voulait une autre christianisme. Très bien, alors le temps long, hein, cher à Fernand Braudel, ce temps immobile, hein, comme il disait, revenir donc à une compréhension plus large, hein, plus englobante des origines de la Réforme. Alors merci Dieter et Eddy Gembicki d'avoir bien voulu vous prêter à ces trois questions. Je rappelle que vous êtes les auteurs du Réveil des cœurs, cet ouvrage qui est un journal du frère morave Fry, qui vient en France entre 1760 et 1762, et c'est un remarquable ouvrage qui nous permet de découvrir le monde réformé de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le regard de cet homme qui, tout en ayant des origines françaises quand même, hein, découvre un monde qui lui est quelque peu étranger, hein, par ses réflexes, sa compréhension de la foi qui est différente de la sienne. Et ici, il y a un travail de notation, je le redis, hein, tout à fait remarquable de nos deux auteurs, Dieter et Heidi, que je vous invite impérativement à découvrir, à lire, à relire, parce que c'est extrêmement riche. Chaque personnage que rencontre Fry est documenté, donc c'est une mine d'informations véritablement. Et j'en profite aussi au passage pour signaler le courage de l'éditeur Le Croix Vif. Merci. Merci.